En ce mois de septembre 2018, Régis s'apprête à retourner sur les traces du cauchemar de sa vie. Embarquer à Dieppe, oser franchir la Manche sur ce ferry. Pour la première fois depuis 5 ans, ce père de 58 ans revient dans le pays qui lui a volé ses 2 enfants. C'est un trajet que je connais bien. Sans mes filles, déjà, c'est la première fois peut-être que je le fais. Ça fait depuis 2013 que je ne suis pas retourné en Angleterre. Et ça fait depuis 2011 que je n'ai pas vu mes enfants. Contraint et forcé. Mes 2 filles ont été enlevées par les services sociaux anglais de façon totalement illégale. Et donc, depuis, je ne les ai pas revues, malgré toutes les batailles que j'ai pu mener, aussi bien en Angleterre qu'en France. Régis a toujours élevé seul ses 2 filles. Dès leur naissance, ce père aisé a souvent voyagé avec sa petite famille. En 2010, c'est en Angleterre qu'il décide de poser ses valises avec Mathilde, 11 ans, et Louison, 9 ans, afin qu'elles apprennent l'anglais. Une année sabbatique dans ce joli quartier de Brighton, à 2 pas de la plage. Elles étaient contentes partout parce qu'elles ont toujours été au bord de la mer, toujours une belle vie, toujours... Elles étaient très contentes, bien sûr. On faisait nos courses là, souvent, ici. Ma banque là. Régis et ses filles vivaient dans ce petit immeuble. À la veille des vacances d'été 2011, une broutille va faire basculer leur vie. Un soir, les 2 filles se disputent. La plus grande donne un petit coup de balai à sa sœur. Les enfants sont chamaillés, sont battus, je suis intervenu. Rien de particulier, quelque chose d'assez anodin. Pour mettre fin à cette banale dispute, Régis se fâche, sépare ses filles et les envoie au lit. Le lendemain, la plus petite va à l'école, la grande, ce jour-là, n'y va pas. Vers l'heure de rentrée, la grande sœur dit « je vais chercher ma sœur au bus », qui est à 200 mètres de la maison. Elle revient, elle dit « elle n'est pas là ». Moi, j'ai pris mon vélo, j'ai tourné, je ne comprenais pas. Et quand je suis rentré, il y a la présence de la police devant la porte. Ma fille a été retenue à l'école et arrêtée par la police, emmenée par la police. Ils sont venus ici et quand ils ont vu ma fille aînée, ils l'ont emmenée également. À l'école, Louison a raconté le coup de balai. La directrice a alerté les services sociaux anglais. Le soir même, Régis est placé en garde à vue pour soupçon de maltraitance. Au même moment, ses filles sont auscultées par des médecins qui cherchent des traces de coups qui confirmeraient ses soupçons. La police m'a relâché parce que le médecin et le rapport, ils voulaient le rapport médical. Le rapport médical, il n'y avait rien. C'est démentiel. Donc le lendemain, je partais à ça commençait, quoi. Le rapport des médecins en atteste. Les filles de Régis n'ont pas été battues. Mais Mathilde et Louison ne rentreront plus chez leur père. Les services sociaux ont pris, comme trop souvent, une décision irrationnelle. En urgence, elles ont été confiées à une famille. Pourquoi Régis a-t-il perdu le droit d'élever ses 2 filles sans avoir commis la moindre maltraitance ? La réponse se trouve dans une loi britannique votée en 1989. Le Children Act offre les pleins pouvoirs aux travailleurs sociaux à cause d'une notion juridique inique, la probabilité de maltraitance. Sans la moindre preuve,
des enfants peuvent être retirés à leurs parents. La famille de Régis a été victime d'un dispositif qui arrache ainsi, chaque jour, 90 enfants à leurs parents. Le Royaume-Uni détient le triste record du nombre d'enfants retirés en Europe. 73 000 mineurs qui ont perdu tout lien avec leur famille. Adoptés pour les plus petits, placés en famille d'accueil ou en foyer pour les plus grands, ces enfants sont brutalisés par un dispositif de protection de l'enfance en pleine dérive. Censés être protégés, le sort de ces enfants maltraités par le système anglais inquiète jusqu'aux Nations Unies. Les filles de Régis ont été placées en famille d'accueil. Sur les 73 000 enfants retirés, seuls les plus jeunes sont en effet les bienvenus dans des familles adoptives. En 2017, 4 380 enfants ont été adoptés à la va-vite, changeant ainsi de parents sans aucune précaution. Cette procédure expéditive ne date pas d'hier. Priver définitivement les familles pauvres de leurs enfants pour les faire adopter. Une vieille tradition, une pratique d'un autre âge, qui remonte au XIXe siècle et qui a toujours cours en Angleterre. Louise en a fait les frais quelques semaines après sa naissance. Enlevée de force par les services sociaux à sa jeune mère célibataire, elles n'ont pu construire leur histoire que bien plus tard, après la majorité de Louise. Hey, comment ça va? Bien, merci. Ah, je suis contente de te voir. Comment tu vas? Ah, ça c'est pour toi. C'est adorable. C'est ma couleur préférée. Je savais. Je vais chercher les photos. Ah, c'est toi et moi. C'est quand on s'est retrouvés. J'étais enceinte. Je t'avais pas vue depuis 20 ans. Je m'appelais Mary. Louise Mary. Wow. J'avais 14 ou 15 ans quand je suis tombée enceinte de Louise. On était en 1966. À l'époque, mes parents ont pensé que cela ne se faisait pas de rester dans cette situation à la maison. Louise a été prise par les services sociaux à 6 semaines. Je n'ai rien manifesté après ça, j'ai décroché. Quand Louise a été adoptée, les services sociaux m'ont dit qu'elle allait dans une maison pleine d'amour à Oxford, qu'elle serait en lieu sûr et aurait un bel avenir. Au début, j'ai été placée en période probatoire chez Barbara. À ce moment-là, elle était déjà surveillée de près par les services sociaux pour cruauté envers un autre enfant qui avait été adopté et qui vivait chez elle. Ce qui ne t'avait pas été mentionné, je pense. Louise a donc été donnée par les services sociaux à une mère adoptive identifiée comme dangereuse. Un foyer où vit déjà William, alors âgé de 2 ans. J'ai été adopté à 3 mois, je crois, ou à 6 mois. L'ambiance à la maison était pleine d'agressivité. Je me souviens avoir été poursuivi avec un bâton dans le jardin, ou d'avoir été souvent frappé. Je me souviens aussi que si je faisais pipi au lit, on m'obligeait à dormir dans la baignoire.
Son rituel du soir consistait à nous mettre au lit et à nous attacher. C'était soi-disant pour nous empêcher de descendre du lit ou de tomber dans les escaliers. Mais comme avant, elle nous donnait un de ses somnifères, on ne risquait pas d'aller bien loin. Elle pensait aussi que ne pas nous nourrir faisait partie de la punition pour tout ce qu'on aurait pu faire comme bêtise. Parfois, elle nous emmenait dans les bois et elle disait « Va voir ce qu'il y a derrière les arbres, cours vers eux, fais le tour ». Puis elle disparaissait. Moi, j'étais en panique. Je me souviens d'un jour où, heureusement, 3 dames qui se promenaient par là m'ont ramenée à la maison. Elles m'ont demandé où j'habitais, je leur ai donné mon adresse, elles ont frappé à la porte et ont dit « C'est votre fille ?» Barbara a répondu « Oh, elle s'est enfuie, j'étais en train d'appeler la police. » Elle avait toujours réponse à tout. Le calvaire enduré par Louise et William va durer jusqu'à l'aube de leur adolescence. Alertés par leur école et des voisins, les services sociaux se préoccupent enfin des 2 enfants qu'ils ont fait adopter. Que ça leur ait pris 11 ans avant de me sortir de là est totalement choquant. C'est un système qui a bien évidemment échoué. Les services sociaux savaient depuis de nombreuses années. Ils avaient reçu de nombreuses plaintes. Des voisins se seraient alarmés de ma situation aux services sociaux, et notamment à cause de l'école. J'avais l'habitude d'y aller couvert de bleu. L'école se serait plainte aux services sociaux, mais rien n'a bougé. William est enfin délivré et placé dans un foyer. Mais en toute incohérence, les services sociaux maintiennent Louise à demeure en tête-à-tête avec sa tortionnaire. Dans un courrier, elle implore à l'aide. Les travailleurs sociaux auraient dû être alertés. Tous les voyants étaient au rouge. Pourquoi un enfant de 8-9 ans aurait-il acheté un timbre, quitté sa maison et écrit un courrier qui disait en gros « Au secours ». J'en peux vraiment plus avec maman. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? Pendant 7 longues années, Louise est abandonnée à son sort par la protection de l'enfance. À 16 ans, elle parvient enfin à s'enfuir avec pour seule ressource l'argent de sa tirelire. Ce qui nous est arrivé à William et moi, c'est de la maltraitance institutionnelle. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Une organisation qui est là pour protéger les enfants et qui est en fait à l'origine de toutes les négligences, causant toujours plus de traumatisme et de souffrance à un enfant. Si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour récupérer Louise. Même si ça signifie sacrifier une partie de ma vie. Les souffrances inutiles infligées à Pinky et Louise. Oh, t'inquiète pas, je suis une grande fille maintenant. Leur séparation forcée n'était pas une erreur, mais la conséquence d'une politique sociale discriminatoire qui va prendre une ampleur dévastatrice quelques années plus tard avec le Children Act. Toujours plus d'enfants injustement arrachés à des familles fragiles, des adoptions expéditives et surtout définitives, qui coupent tout lien avec leurs parents biologiques. Une fabrique institutionnelle de la maltraitance qui préoccupe aujourd'hui fortement le syndicat des travailleurs sociaux britanniques. En mars 2018, ce syndicat a publié une enquête nationale, un brûlot, intitulé « Le rôle du travailleur social dans l'adoption, question d'éthique et de droits humains ».
Il faut repenser en profondeur les méthodes pour maintenir le contact et les relations entre les enfants adoptés et leurs familles biologiques. Il faut faire plus pour travailler avec les familles biologiques. Pas seulement pour éviter aux enfants d'entrer dans le système de la protection sociale ou de l'adoption, mais aussi pour comprendre ce qui pourrait être apporté à ces enfants qui ont besoin qu'on veille sur eux, autrement, dans un contexte différent, en conservant des relations étroites avec leur famille d'origine, avec leurs parents biologiques et même avec leur famille élargie. La perte irrémédiable des liens avec leurs parents biologiques n'affecte pas que les bébés adoptés au forceps. Car la grande majorité des enfants retirés sont placés dans des familles d'accueil. 73% d'entre eux, soit 53 000 mineurs, plongés dans une tempête émotionnelle permanente. C'est ce qu'endurent les filles de Régis depuis juin 2011. 3 mois après l'intervention brutale des services sociaux, leur père a été rayé de leur vie. Régis recrute alors 2 avocats, assiège l'ambassade de France, guette les sorties d'école et filoche même les travailleurs sociaux pour retrouver ses filles. J'ai essayé, bien sûr, à chaque moment de retrouver mes enfants par tous les moyens possibles. Je les ai retrouvés quand même plusieurs fois. Mais au moment où j'ai mis la main, j'allais toucher au but, essayer de les rattraper, ils les ont déplacés. Régis a tout tenté pour maintenir le contact avec ses enfants. L'une des rares fois où il a eu de leurs nouvelles, c'est grâce à une conversation téléphonique entre Mathilde, sa fille aînée, et l'une des journalistes qui l'a mobilisée. Allô, c'est Mathilde? Oui. Comment tu vas? Bonjour. Je veux aller à la maison. On le dit tous les jours et on en a marre et on le dit tous les jours. Et ouais, il y a un grand jardin et on n'a pas le droit d'aller là, on n'a pas le droit. Mais nous, des fois, on essaye de partir et courir et partir. Mais il dit tout le temps, revenez, je vous ai vu. Je peux pas parler longtemps parce que j'ai dit que j'allais aux toilettes et je suis pas aux toilettes. Je suis en train de parler. C'est la dernière fois qu'un contact direct sera établi avec les filles de Régis. Depuis, leur père n'a reçu de leurs nouvelles que par le biais de dessins, transmis par les services sociaux. Dès qu'ils ont su que Mathilde avait pris contact, ils les ont déplacés. J'ai su qu'elles ont fait au moins 11 placements, jusqu'à un certain moment où ils les ont séparés parce qu'ils ne pouvaient pas les gérer, les deux ensemble. Ils étaient incapables de gérer 2 enfants, 2 filles. C'est ce qu'on pouvait me reprocher à moi, entre guillemets. C'est très étonnant. Donc, malgré toutes les structures qu'ils ont mis en place, ils ne pouvaient pas gérer 2 petites filles. Donc, ils ont été d'échec en échec jusqu'à les transporter et leur faire 150 km par jour. C'est pas grave. Ils les faisaient venir à l'école ici, ils les envoyaient à 50 km. Enfin bon, ils faisaient des choses délirantes, mais toujours pour maintenir leur système. Pendant 3 ans, Régis n'a cessé de se battre avec les services sociaux. Excédé, les autorités l'ont convoqué devant un tribunal. Il s'est vu contraint de quitter l'Angleterre. J'ai été quand même trop naïf, et puis je veux dire, faut pas aller en Angleterre. Je ne pouvais pas le savoir, mais c'est très très dangereux. Au bout de quelques mois, Mathilde et Louison ont été séparés. Elles n'ont plus jamais vécu ensemble. La séparation des fratries est une double peine pour les enfants privés de leurs parents. Un châtiment gratuit, trop souvent infligé par les services sociaux aux enfants placés. Il y a quelque chose de complètement inacceptable dans ce système qui coupe cette relation.
Bien sûr, il arrive parfois, évidemment pas toujours, que les frères et sœurs soient dangereux les uns pour les autres. Mais le plus souvent, les fratries sont solidaires entre elles, contribuant ainsi à créer leur identité. Pourquoi les familles n'accueillent-elles pas les fratries? Pourquoi les frères et sœurs sont-ils privés de leur droit à vivre ensemble? Louise a une idée précise sur ce sujet. Après des années d'errance, l'enfant battue s'est reconstruite. Mère de 2 adolescents, elle est devenue une artiste reconnue qui crée à l'abri du besoin. Pourtant, depuis 7 ans, elle a choisi de devenir famille d'accueil pour s'occuper de ses autres enfants, privés de tout lien familial. J'ai arrêté le travail que je faisais. À l'époque, j'étais enseignante, mais j'ai continué à peindre et à écrire pendant que mon mari travaillait à la maison. Nous voulions être au plus près des enfants. Être famille d'accueil est devenu notre mode de vie. Mais ça n'a pas vraiment marché comme on l'espérait. Peu à peu, Louise a découvert l'effroyable mécanique de la protection de l'enfance, qui sépare les fratries et impose aussi une douloureuse rotation aux enfants, trimballés d'une famille à l'autre. Nous avons accueilli 9 enfants. Certains restaient le temps d'un week-end, d'autres restaient 1 mois, d'autres 6 mois. Nous en avons une qui a été placée en urgence et elle est en placement à long terme. En ce moment, nous avons aussi un enfant qui a presque 8 ans. Nous sommes son 4e placement depuis l'été dernier et ce n'est que le début du printemps. Ces enfants perdus, qui changent en moyenne de foyer 2 fois par an, sont de parfaits inconnus pour les nouvelles familles censées leur offrir une stabilité afin de soigner leurs plaies. Nous nous sommes occupés d'une enfant. À l'instant où elle est arrivée, j'ai pensé au syndrome de l'alcoolisme fœtal. Elle avait une apparence différente. On a toujours pensé que quelque chose n'allait pas chez elle. Et c'est finalement quand elle est partie qu'on a appris qu'elle était autiste. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de placements échouent, c'est que les familles d'accueil ne savent pas à qui ils ont affaire. J'ai eu à gérer des placements d'adolescents dont je n'avais pas les dossiers. Je ne savais pas si leur dossier avait été perdu, je ne savais pas s'ils avaient été supprimés. Je me souviens avoir demandé de nombreuses fois où ils étaient. Et personne ne semblait savoir où ils se trouvaient. C'est un problème récurrent pour les familles d'accueil. Les dysfonctionnements du système britannique de protection de l'enfance sont si graves qu'ils ont fini par alerter les Nations Unies. En juin 2016, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a convoqué les représentants des services sociaux du Royaume-Uni pour les sommer de s'expliquer sur les maltraitances imposées aux enfants placés. Ces auditions sans complaisance ont été filmées par l'ONU. Depuis 2008 et notre dernière discussion, le nombre d'enfants retirés est en constante augmentation. De plus, les coûts budgétaires ont provoqué une situation où la prise en charge des enfants est inexistante, pour différentes raisons. Et quand elle est mise en œuvre, cette prise en charge est de très mauvaise qualité et manque de moyens. D'une manière générale, j'aimerais vous entendre parler des travailleurs sociaux. Cette profession manque de personnel, subit une forte rotation, assume une charge de travail considérable, avec trop de tâches administratives et un moral en berne. Avez-vous l'intention de mettre en place un plan d'urgence pour relever ces défis ? À la suite de ces auditions, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a rendu un rapport en juillet 2016. Son verdict est sans appel. Le comité est préoccupé par le fait que des enfants auraient été enlevés à leurs parents biologiques en raison de la situation économique de la famille. Le fait que les enfants connaissent souvent plus de 2 placements en famille d'accueil par an.
le cas où les enfants sont placés loin de leurs parents biologiques, ce qui les empêche de garder le contact, et ceux où les fratries sont séparées sans raison valable. Nous avons relevé que dans certaines familles d'accueil, il y avait un fort taux de rotation d'enfants. Oui, cela crée une instabilité dans la vie de l'enfant. Ils doivent quitter tout l'environnement qui les entoure. Puis cela concerne aussi leurs relations psychologiques avec les familles d'accueil, qu'ils quittent pour s'établir ensuite dans une nouvelle famille. Et c'est vraiment, vraiment traumatisant. Ce n'est pas bon pour leur développement psychologique. Et en vertu de la Convention, les enfants ont droit au développement. Cette fragilité émotionnelle, psychologique, générée par un système qui déstabilise ces enfants vulnérables, les plonge dans une détresse parfois irréparable. En 2009, Darren a perdu sa fille Rebecca. Elle avait 16 ans. Ma fille me manque terriblement. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à elle. J'ai son nom tatoué sur mon bras. Et de temps en temps, je me pose, je le regarde et je pense à elle. Darren verrait encore sa fille grandir si les services sociaux ne l'avaient pas privée de son père. Cet agent de sécurité avait 20 ans quand sa compagne a donné naissance à leur enfant. Leur relation s'est très vite détériorée. On s'est éloigné petit à petit. J'ai fini par déménager. C'est devenu extrêmement difficile d'arriver à voir Rebecca. Ça n'a jamais marché. J'y allais, je frappais à la porte et ce n'était jamais le bon moment. Ça ne servait plus à rien d'y aller. C'était toujours pareil. J'ai fait une dernière tentative pour essayer de voir Rebecca et ce jour-là, il y avait un type devant la porte. Je ne l'avais jamais vu. Et il m'a dit de me casser. Darren fait appel à la justice, qui va prononcer une sentence lourde de conséquences. À l'âge de 6 ans, Rebecca est confiée à la garde exclusive de sa mère. Darren perd alors tout contact avec sa fille. L'enquête judiciaire menée après sa mort lui a permis de découvrir son terrible parcours. Selon le juge, Rebecca est battue, sous-alimentée, privée de soins médicaux. Sa mère toxicomane lui impose une cohabitation avec de nombreux amants. Jamais je n'aurais pu imaginer que de telles horreurs puissent se produire pendant tout ce temps. Si j'avais su, c'est très simple, j'aurais directement été la récupérer. Mais nous n'avons jamais été mis au courant de tout ça, ni par l'école, ni par personne. 6 ans plus tard, à 12 ans, Rebecca est enfin retirée à sa mère par les services sociaux. Mais au lieu de la confier à son père, elle est placée en famille d'accueil, sans que Darren n'en sache rien. Elle était très pétillante, très vivante. C'était une personne très gaie. Tania est une assistante sociale qui a croisé Rebecca pendant ces terribles années de placement. Elle voulait juste être maternée. Chaque fois qu'elle avait fait quelque chose de travers, elle m'appelait directement. La famille d'accueil avait beaucoup d'expérience. Ils étaient très bien avec Becky. Je crois qu'elle y est restée pratiquement 1 an et demi. Ça a été un placement assez long. Il ne pouvait rien faire de mieux pour elle. Rien qui aurait pu changer quoi que ce soit. Privée de son père, sans attache familiale, Rebecca se sent seule. Elle sombre dans un sentiment d'abandon
et commence à se scarifier. Apparemment, la famille d'accueil n'arrivait plus à s'occuper d'elle à cause de l'automutilation. Ça ne m'étonne pas du tout qu'elle soit devenue instable avec le temps. Quand vous êtes avec des gens qui ne sont pas de votre famille, qui ne sont que des étrangers, ça a dû être vraiment dur pour elle. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Avec la récurrence de ces automutilations, elle a été internée à Longview, un hôpital de santé mentale pour mineurs. Là, d'autres filles lui ont appris de nouvelles façons de s'automutiler. Comment s'insérer des trombones sous la peau, comment faire un nœud coulant pour se pendre. Elle a appris tout ça à Longview. Rebecca est en perdition. Pour seul remède, les services sociaux vont désormais la reléguer dans un foyer où son destin va se sceller. Au Royaume-Uni, près de 11% des enfants retirés survivent dans ces jungles. 7 890 enfants livrés à eux-mêmes. Comme Rebecca, Danielle a été placée dans un foyer. Comme Rebecca, l'un de ses parents était maltraitant. Garde cette prise et on en fait une autre. Après la séparation des parents de Danielle, les services sociaux vont prendre une décision incompréhensible. Au lieu de la laisser chez sa mère, ils la confient à son père, pourtant identifié comme violent selon leur expertise. Quand j'avais 7 ans, j'ai vu une psychothérapeute qui a fait mon évaluation en détail. Elle a recommandé aux services sociaux de ne pas me placer avec mon père, car il était trop violent. Je ne devais pas lui être confiée, mais je l'ai quand même été. Les coups ont commencé quand j'avais 9 ans. Mon père adorait me battre à coups de ceinture. Quand j'avais 11 ans, je me suis enfuie. J'ai attrapé mon nounours préféré, j'ai écrit une lettre d'excuse et j'ai claqué la porte. À la fin de la journée, j'avais atterri dans un foyer. Et voilà, je suis passée d'une bataille à une autre. En expédiant Danielle en foyer, les services sociaux viennent de la condamner à une série d'épreuves qui vont la conduire jusqu'aux violences sexuelles. Dès l'âge de 11 ans, elle est d'abord trimballée de foyer en foyer, 8 fois par an en moyenne. Je crois que c'est indiqué 39. Au départ, je pensais que j'en avais fait 34, mais c'est bien 39 foyers différents. J'ai rencontré Danielle dans plusieurs foyers. Nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises. Elle souriait et riait quand les autres étaient autour d'elle. Mais je pense qu'au fond d'elle-même, elle était très très triste, parce qu'elle voulait vraiment être à la maison avec sa mère. Dans sa douloureuse errance, Danielle a plusieurs fois côtoyé ce travailleur social. Elle a été placée dans de nombreux foyers où elle devait adapter son comportement pour pouvoir rentrer dans le moule. Mais malheureusement, la plupart des foyers où elle a été placée n'étaient pas les bons. Vous ne pouvez pas construire de relations suivies avec les assistantes sociales.
Elle change tout le temps. Et je suis sûre que tous les autres enfants vous diront la même chose. Ils s'inquiètent davantage de la paperasse ou de faire face à leur charge de travail plutôt qu'à l'équilibre des enfants et à la construction d'une relation de confiance avec eux. En 5 ans, je dirais que j'en ai eu plus de 20 différentes. En tout cas, je me souviens précisément de 11 assistantes sociales. Sans parents, sans assistance sociale pour la guider, Danielle a également perdu toute chance d'apprendre à l'école. Ils ont arrêté ma scolarité à l'âge de 13 ans. J'aimais bien l'école, j'aimais apprendre, j'avais envie de réussir. Et puis ils m'ont virée, j'étais tellement en colère. Ils m'ont bousillée avant même que je ne passe mon brevet, ce qui a rendu mon parcours beaucoup plus difficile. Danielle était une jeune fille brillante. Et à cause du très grand nombre de ses déplacements, elle n'a pas exploité tout son potentiel éducatif. C'est très triste. Et malheureusement, ça arrive à beaucoup d'enfants qui sont dans le système de protection de l'enfance. Les services sociaux, chargés d'éduquer les 73 000 mineurs retirés à leur famille, se révèlent incapables de les scolariser. Selon l'agence responsable de l'éducation auprès du gouvernement, chaque jour, 40 enfants sont définitivement exclus de l'école, pourtant obligatoire jusqu'à la majorité. Depuis 2017, un ancien juge, élu du comté d'Oxford, est entré en guerre contre ces établissements scolaires qui refusent d'accueillir ces enfants sans cesse déplacés par les services sociaux. Au sein de notre conseil municipal, il existe un comité social d'éducation, responsable de tous les enfants placés et qui sont pris en charge par le comté d'Oxford. J'ai alors découvert qu'il y avait plusieurs enfants qui étaient déscolarisés depuis 6 mois. Les écoles nous répondaient qu'elles n'avaient pas de place pour eux. Nous sommes allés au ministère pour leur demander de régler cette situation que je trouve proprement inacceptable. Ces enfants sont parmi les plus vulnérables et traversent une période difficile de leur vie. La plupart du temps, ce sont des adolescents pour lesquels nous devrions faire le maximum, pour eux et pour leur éducation. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais également de créer une atmosphère sociale au sein d'une communauté. Désœuvrée, révoltée, à 13 ans, Danielle occupe désormais son temps à traîner, hors de son foyer. Parfois, je fuguais pendant des semaines. Je traînais avec des gens. Je zonais, puis je me barrais à la recherche d'autres amis chez qui je squattais. J'étais tout le temps en mode survie. Et vous savez ce qu'ils m'ont fait pour m'empêcher de fuguer ? Ils m'ont déplacée jusqu'à Liverpool, au foyer Sainte-Hélène. Et ils m'ont dit que c'était pour m'empêcher de fuir. L'histoire de Danielle est une calamité sans fin. Des cohortes d'adolescents s'échappent toujours des foyers où ils ont été exilés. En 2017, 10 000 disparitions ont ainsi été recensées par les autorités. L'an passé, la Commission de la protection des enfants du Parlement du Royaume a mené une enquête sur ces fugues endémiques. C'est une ancienne travailleuse sociale qui l'a pilotée. Le problème, c'est que lorsque nous éloignons ces enfants, nous brisons les liens familiaux. Et quand ils quittent la protection sociale, ils n'ont plus personne parce que nous avons brisé la relation qu'ils entretenaient avec leur famille élargie, avec leur communauté, avec leurs attaches, et tout ça sans aucune raison valable. Les délocalisations des enfants placés répondent à une logique purement économique. Car la grande majorité des foyers
sont la propriété de sociétés privées. 70% des foyers appartiennent au secteur privé. Souvent, ce sont de très grosses entreprises et souvent, elles réalisent de très gros profits. Elles construisent des foyers adaptés aux besoins de leur modèle économique, mais pas à ceux des enfants. La majorité des enfants retirés vivent dans le Grand Londres. Pourtant, les sociétés privées construisent leurs foyers dans la partie la plus pauvre du pays, là où les terrains constructibles sont les moins chers. La majorité des enfants placés sont originaires de Londres. Mais la proportion de foyers à Londres est moins importante qu'ailleurs dans le pays. 25% des foyers se trouvent dans le nord-ouest de l'Angleterre, ce qui signifie que les enfants londoniens sont placés dans le nord-ouest du pays, parce que c'est là-bas que les places sont disponibles. Depuis 5 ans, le nombre d'enfants envoyés dans des foyers très éloignés de leurs racines a augmenté de 64%. À 15 ans, Rebecca va devenir la victime de ces exils forcés. Délocalisée à 150 km de chez elle, elle atterrit dans l'un de ces établissements privés où les profits se font au détriment des enfants qu'ils accueillent. Alors qu'elle est hébergée dans ce foyer, un rapport d'évaluation gouvernementale révèle des carences criantes dans la prise en charge des enfants dans son établissement. La qualité générale de ce lieu est insuffisante. L'organisation est inadaptée. Le personnel d'encadrement a recours, quand il le juge nécessaire, à la contrainte et à la violence physique. Dans les nombreux foyers où elle a séjourné, Danielle aussi a été confrontée aux méthodes éducatives très rudimentaires de certains travailleurs sociaux. Parfois, ils plaquaient les résidents au sol, ce qui était déjà dangereux en soi. Beaucoup de gens ont été blessés par le personnel. Une fois, dans un foyer, une surveillante m'a même mordu le bras très fort. Puis, elle a tenté de se trouver une excuse. En fait, j'ai essayé de lui enlever la tête de mon bras et elle a dit qu'elle m'avait mordu parce que je l'avais soi-disant attrapée par les cheveux. C'était un énorme mensonge. J'ai commencé à me scarifier quand j'avais 12 ans. Il y avait beaucoup de sang. Parfois, je continuais jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire parce que le sang se coagulait sur le morceau de verre. Le verre n'était plus assez aiguisé. Donc il fallait que j'y aille de plus en plus fort. Une fois, la police est venue et m'a dit « Si tu n'arrêtes pas de t'auto-mutiler, on te jette à l'arrière du camion et on te colle au trou. » Voilà le genre de soutien dont on a bénéficié dans ce système. En Angleterre, l'État dépense chaque année 1 milliard de livres dans les foyers. Il est très préoccupant de constater que le personnel de ces foyers privés n'a pas la formation adaptée pour gérer ses enfants et leurs besoins. Il ne propose pas les ressources nécessaires pour les aider à surmonter leurs difficultés en leur assurant par exemple des services d'orientation, des soins psychologiques et un soutien scolaire. En 2009, la prise en charge de Rebecca était facturée 3 200 € par semaine. Une fortune pour une adolescente totalement abandonnée à son sort. C'était exorbitant. Ça ressemblait plus à un chèque en blanc. En gros, vous fixez votre prix et en retour, vous ne donnez rien ou pas grand-chose. Les enfants auraient dû être scolarisés. Et ma fille n'a jamais été scolarisée. J'imagine qu'elle aurait aimé aller à l'école. Là aussi, c'est un échec. Quand vous avez un enfant qui dit qu'il veut aller à l'école, ou qu'il doit y aller, alors qu'il n'y a jamais été, c'est un échec. Dans son foyer d'Evergreen, Rebecca désespère.
elle sombre dans la dépression. On m'a donné son journal intime. Elle y avait écrit qu'elle voulait changer de travailleur social et aussi qu'on l'aide à retrouver son père. J'ai demandé à voir mon papa. Le travailleur social m'a dit qu'il me tiendrait au courant quand on aurait son adresse. J'en peux plus d'attendre qu'on le contacte. Ils ont inventé toute une histoire à propos de l'envoi d'une lettre. Personne n'a jamais trouvé cette lettre. Ils n'ont jamais pu la présenter. Le juge Dean, qui a mené l'enquête, a même demandé à ce qu'elle soit versée au dossier. Et personne ne semblait la voir. J'avais changé de quartier, alors oui, j'avais déménagé. Mais je vivais encore dans la même ville. J'étais marié et j'avais des enfants. J'avais une vie stable. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils ne me retrouvent pas. Le foyer de Rebecca n'a jamais pris la peine de contacter son père. Sa fille lance alors un dernier appel à l'aide. Elle prévient le personnel de son intention d'en finir. Personne ne réagit. Le lendemain, le 16 juin 2009, Rebecca écrit une lettre à Tania, son ancienne assistante sociale. Puis elle se pend dans sa chambre avec un foulard. Elle avait 16 ans. Ma chère Tania, je suis fatiguée de me battre. Les choses sont trop dures pour moi. La vie n'en vaut tout simplement plus la peine. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis désolée que ça se passe ainsi. Je n'en peux plus, Becky. Elle m'a écrit cette lettre le jour de sa mort. Je la porte toujours avec moi. Je l'ai encore aujourd'hui. Si j'avais pu prendre Becky, si j'avais pu la prendre avec moi, je l'aurais fait. Mais c'était impossible. Rebecca est morte depuis 18 jours déjà. Son père va le découvrir par hasard. C'était un jeudi. J'ai reçu un coup de fil de ma mère, la grand-mère de Rebecca. Elle m'a dit qu'elle venait de lire quelque chose en une du journal, le Essex Chronicle. Elle m'a dit qu'il fallait que je vienne le plus vite possible. Du coup, je suis arrivé, et là, j'ai lu le journal. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir votre fille dans un journal qui annonce qu'elle s'est suicidée. J'y croyais pas. J'étais en colère, j'étais totalement choqué pour être honnête. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ça. Quelques semaines après le décès de Rebecca, le centre privé d'Evergreen a fermé. Mais partout en Angleterre, d'autres foyers exposent leurs résidents à des négligences intolérables. En juillet 2016, le rapport du Comité des droits de l'enfant de l'ONU a dénoncé la passivité des services sociaux britanniques dans de nombreux crimes commis contre les enfants placés en foyer. Le comité est préoccupé par les récentes allégations faisant état de très nombreux cas d'exploitation sexuelle d'enfants et de violences sexuelles à l'égard d'enfants, qui auraient été perpétrés par des personnalités et des bandes organisées, ainsi que dans des institutions. Entre 13 et 16 ans, Daniel a échappé à plusieurs tentatives de viol dans plusieurs foyers. Une fois, un type a essayé de m'arracher mon jean. Il a déchiré ma braguette, mais j'ai réussi à lui échapper et à m'enfuir. Ces foyers, où règne une violence incontrôlée, sont incapables de protéger leurs jeunes filles des abus qu'elles subissent aussi dans la rue.
J'ai été abusée sexuellement plusieurs fois au cours de mes fugues. Comme cette fois où j'ai commencé à discuter avec 3 mecs à un arrêt de bus. Je pensais qu'on allait à une soirée et sur le chemin, ils m'ont dit qu'ils devaient s'arrêter quelque part pour récupérer un truc. Ils m'ont laissé le choix. Tu veux venir avec nous ou on se rejoint plus tard à la soirée? J'ai répondu, ouais, si vous devez récupérer un truc vite fait, je viens avec vous. L'un des gars a fermé la porte à clé et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et ensuite, il a appelé plusieurs personnes et j'ai été enfermée là pendant plusieurs heures. J'ai été violée par tous ces gars. Le personnel des foyers était au courant de ce qui nous arrivait, mais ils n'ont jamais mis en place de soutien psychologique ou d'autres trucs comme ça. Je n'étais pas capable d'exprimer correctement ce qui m'était arrivé parce qu'ils voulaient que je raconte que j'avais été pénétrée et je ne pouvais pas dire les mots justes. Genre, il a mis son pénis à l'intérieur de mon... Mais un enfant ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas. C'est trop embarrassant. Aucune plainte n'a été déposée. Je ne pouvais pas décrire précisément les faits. Il n'y a pas de contrôle convenable. Il y a des choses qui continuent et qui ne devraient absolument pas. L'abus sexuel en fait partie, et cela montre vraiment qu'il faut un encadrement compétent dans les foyers. Il doit y avoir des conversations régulières avec l'enfant. Celui-ci devrait avoir une personne à qui confier ses problèmes dans un foyer. De telle sorte que quand des choses pareilles arrivent, elles soient très vite identifiées. Dans la ville de Daniel, comme dans tant d'autres cités, des milliers d'adolescentes placées sous la protection des services sociaux subissent, en toute indifférence, des violences sexuelles. C'est ce que révèle le rapport Hydrant, une enquête nationale de la police publiée en septembre 2018. Sur les 2209 foyers britanniques, 1 sur 4 héberge des mineurs qui ont été violés. À Rotherham, dans le nord-est de l'Angleterre, l'histoire de l'une de ces jeunes filles est la chronique de la faillite de toutes les institutions britanniques. Jusqu'à l'âge de 14 ans, Elisabeth menait une existence paisible avec sa famille. La vie de cette bonne élève va basculer à l'adolescence. Harcelée par ses camarades, Elisabeth est déstabilisée. Elle va s'égarer. J'ai commencé à sécher les cours à 14 ans. C'est à ce moment-là que j'ai été approchée par une femme nettement plus âgée que moi. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une autre fille qui venait d'un foyer et que la vieille faisait passer pour sa fille. Elisabeth est en danger. La police est la première institution alertée. Avec ma femme, nous avons identifié l'endroit où notre fille se trouvait. Ce logement appartenait à une femme. Elle était connue des services de police depuis les années 90. Nous en avons informé la police qui s'est rendue dans cet appartement. Les flics ont parlé à notre fille et lui ont dit que ses parents voulaient qu'elle rentre à la maison. Mais elle a refusé. Le policier est retourné lui parler et m'a dit « Elle refuse de sortir et je ne peux rien faire. » Donc je suis retourné à l'appartement et j'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu. Les rideaux bougeaient. Je ne pouvais pas voir ma fille, mais je savais qu'elle était là.
puisque je l'entendais. 1 ou 2 minutes plus tard, 2 flics sont arrivés. Ils m'ont arrêté et ils m'ont dit « Si jamais tu reviens ici, on t'inculpe pour harcèlement. » Que faisiez-vous toute la journée? Vous n'alliez plus à l'école? Je buvais. Et je fumais des cigarettes. C'est ce que vous faisiez toute la journée? Oui. Avec cette femme? Oui. Et c'est là que quelques semaines après, elle a commencé à me présenter à des hommes plus âgés. Que faisaient ces hommes dans son appartement? Ils me violaient. Quelques semaines plus tard, Elizabeth parvient à échapper à l'emprise de celle qui l'exploite sexuellement. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Une fois sortie de l'appartement, je suis tombée dans un autre réseau d'agresseurs sexuels. Je ne pouvais pas m'en sortir. Une fois que vous êtes piégé dans cette exploitation sexuelle d'enfants, ça ne s'arrête jamais. Et ces gens savaient tout de moi, et moi je ne savais rien d'eux. Donc en fait, tu passes d'un réseau à un autre. Parce que ces hommes savaient tout de vous, vous aviez peur de rentrer à la maison. C'était donc une façon de protéger votre famille? Oui. Dans mon esprit d'enfant, oui. Les filles ne voulaient pas porter plainte. Elles étaient terrifiées. Elles étaient absolument terrifiées. On leur disait que leur maison serait brûlée, que leur mère ou que leur petite sœur serait violée. En 2011, un article du Times dévoile pour la première fois l'existence de réseaux d'exploitation sexuelle à Rotherham. Cette ancienne travailleuse sociale est alors mandatée pour enquêter. Peu à peu, elle va mettre au jour la responsabilité des autorités. Les priorités étaient fixées par la Direction générale des services sociaux et les membres élus du comté. Ils avaient délibérément choisi de ne pas s'intéresser aux enfants victimes d'exploitation sexuelle. Pour tenter d'arracher leur fille au réseau qui l'exploitait, les parents d'Elizabeth ont sollicité les services sociaux. Ils ne se sont pas sentis concernés. Ils sont venus et ils ont inspecté la maison. Et parce que ma femme et moi travaillons tous les deux, que la maison était propre et bien aménagée, ils nous ont dit « Désolé, tout va bien. Nous ne pouvons rien faire pour vous. » J'ai dit « Si je comprends bien, ma fille est abusée, violée. Je vous appelle au secours et vous me dites que vous ne pouvez rien faire ?» Ils ont dit « Bah non. » Et ils sont partis. Au lieu de récupérer Elizabeth pour la rendre à ses parents, le système de protection de l'enfance de Rotherham va finalement prendre une mesure aggravante. L'adolescente est placée dans un foyer où sévissent d'autres violeurs. J'ai été placée au foyer de Rush House par la municipalité. Dans ce lieu, ils logeaient les enfants SDF. Il y avait aussi d'autres filles exploitées comme moi. Donc ils m'ont mise là-bas et tout a recommencé. Il y avait une grande terrasse devant. Je pense qu'il s'agissait de 2 maisons qu'ils avaient réunies. On avait l'habitude de lui rendre visite et au moins à 4 ou 5 reprises, quand on réussissait à la voir sur le parvis du foyer, les agresseurs étaient là devant nous, là où les résidentes étaient censées être protégées de ces gens. L'équipe du foyer était au courant de ce qui se passait et ils ne faisaient rien. Elizabeth fait aujourd'hui partie d'un collectif de 82 jeunes femmes qui ont été exploitées à Rotherham.
leur avocat a porté plainte contre les autorités. Dans le cas d'Elizabeth, le comté avait tellement d'informations. La police aussi avait beaucoup d'informations. Ils auraient dû savoir que l'éloigner de la protection de sa famille, puis la mettre dans ce foyer avec d'autres filles, allait inévitablement l'exposer à plus de violence. Ils savaient qu'elle allait être à nouveau la proie d'agresseurs sexuels. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Les services sociaux avaient l'habitude de dire que c'était le choix des filles, que c'était leur mode de vie. Ils traitaient les filles de prostituées ou de petites salopes. Voilà les termes qu'ils utilisaient pour les qualifier. Donc ils ne prenaient rien de tout cela au sérieux. C'est absolument épouvantable. Heureusement pour nous, ils ont commencé à se détourner de ma fille, car elle allait avoir 16 ans. Et nous savons qu'à partir de 16 ans, les agresseurs ne sont plus intéressés. Il n'y a que les jeunes enfants qui les intéressent. C'est un fait. Et du coup, on a pu la récupérer à la maison et retrouver un semblant de normalité. Nous avons commencé à reconstruire notre vie. Trop âgée pour ces exploiteurs sexuels, Elizabeth n'intéresse plus non plus les services sociaux. Dix ans plus tard, en 2014, Alexis Jay présente les conclusions de son enquête qui provoque un scandale national. L'ampleur des viols commis sur les jeunes filles de Rotherham est accablant pour les autorités de la ville. Il est difficile de décrire les abus épouvantables dont les enfants victimes ont souffert. Ils ont été violés par de nombreux agresseurs. Ils ont été victimes de trafic vers d'autres villes du nord de l'Angleterre. Ils ont été enlevés, battus et intimidés. À Rotherham, plus de 1400 adolescentes ont été sexuellement exploitées. Un tiers d'entre elles étaient placées sous la protection des services sociaux. Face aux parlementaires du pays, les autorités du comté peinent à s'expliquer. Comment pouvez-vous être crédible auprès des adultes et des enfants de Rotherham alors que vous les avez laissés tomber? Vous avez été incapable de faire quoi que ce soit jusqu'à présent. Pourquoi le feriez-vous maintenant? Je n'accepte pas ce que vous dites. J'ai travaillé très dur pour améliorer les services sociaux de Rotherham. Vous n'avez jamais entendu parler de ce problème d'exploitation sexuelle? Je n'avais aucune connaissance de l'échelle et de la portée des problèmes qui ont été mis en lumière. Nous n'y croyons pas du tout. Pendant presque 20 ans, des enfants ont été exploités sexuellement à très grande échelle à Rotherham. Je ne sais pas comment ni pourquoi cela a pu durer aussi longtemps, sans la moindre intervention ni de la police ni des services sociaux. Un tiers de ces enfants étaient placés sous la responsabilité de la protection de l'enfance pour des raisons de négligence ou de difficultés scolaires identifiées. Et il est particulièrement choquant que les problèmes posés par l'exploitation sexuelle des enfants n'aient pas été pris en charge dans ces circonstances. Je me souviens très bien quand le rapport d'Alexis Jay est sorti. Je n'avais jamais pris conscience du degré de gravité des abus dont j'ai été victime et dont j'ai souffert. Je me souviens que j'étais assise là, devant la télé. C'était sur toutes les chaînes. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est moi. Avec le temps, elle a commencé à réaliser qu'elle n'était pas la seule victime. Elles étaient au moins 1400 à Rotherham. Et je pense qu'avec tout ce que l'on a appris, on devait se mobiliser pour obtenir justice. Il le fallait. Depuis les révélations d'Alexis Jay, une vingtaine de violeurs ont été condamnés. Mais la justice n'a pas pu identifier tous les prédateurs. Nous disons que le comté a la responsabilité juridique de protéger ses filles et qu'il a échoué.
Nous disons aussi que la police a la même responsabilité juridique de protéger ses filles, et elle a échoué. Nous disons également que et la police et le comté ont échoué à protéger les droits humains essentiels de ces jeunes filles. Et vous pensez que ça continue? Je suis certain que ça continue, bien sûr. J'ai fait un tour en ville avec une victime de Rotherham. Elle m'a amené en voiture sur les différents lieux d'exploitation sexuelle. Et nous avons vu des jeunes filles dans des voitures avec des hommes nettement plus âgés qu'elles. De toute évidence, ça n'était pas leur oncle. L'un des points chauds de la ville, c'était Clifton Park. C'est là que de nombreux agresseurs exploitaient les enfants. Ils sont toujours aux mêmes endroits. De nouveaux agresseurs, mais dans les mêmes endroits. Et quand j'en parle à la police, elle me dit « Quelles sont vos preuves ?» Et j'ai répondu « Mais nos enfants en étaient les preuves vivantes. » Partout en Angleterre, les preuves s'accumulent. Dans le no man's land de la protection de l'enfance, l'exploitation sexuelle des enfants les plus vulnérables ne cesse de s'amplifier. La proportion des abus sexuels au Royaume-Uni sur des femmes de moins de 15 ans a augmenté de 60% au cours des 4 dernières années. À l'inverse, le nombre d'arrestations a diminué et seul un quart des agresseurs sont poursuivis. Je me demande donc ce que vous faites pour identifier les victimes d'abus. Comment formez-vous des professionnels pour détecter les signes d'abus sexuels? Comment faites-vous pour que les différentes administrations travaillent ensemble? La police est-elle parfaitement équipée pour traiter cette masse de victimes? Et comment faites-vous pour que les auteurs de ces actes soient poursuivis? Désormais, les autorités britanniques ne peuvent plus échapper à cette lancinante question. Quand se décideront-elles à ne plus fabriquer des enfants perdus? Cinq ans après son suicide, la justice a établi que les défaillances des services sociaux ont provoqué le naufrage de Rebecca, la fille de Darren. Aucun père, aucune mère ne devrait avoir à traverser ce que j'ai vécu. Il ne devrait plus y avoir sur cette planète d'enfants qui endurent ce que Rebecca a subi. Il faut que ça s'arrête. Les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux correctement. En retournant en Angleterre, Régis a fini par retrouver sa fille aînée, qui vient d'atteindre sa majorité. Mais après 7 longues années de séparation, Mathilde n'a pas souhaité pour l'instant renouer avec ce père devenu étranger et dont les filles s'imaginent qu'il les a abandonnées. Je ne sais pas si je les reverrai. Je ne sais pas si je serai vivant, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Vraiment, je n'ai aucune idée. Je t'aime, maman, et j'aimerais faire de toi la femme la plus heureuse du monde, et pas la plus stressée. Mon cœur saigne en l'absence de ma mère. Tu es mon rayon de lune, en qui j'ai confiance pour veiller sur moi, nuit après nuit. Tu me manques, et je t'aime, maman. Ta seule et unique fille, Dan. Séparée de sa mère à 11 ans, Danielle vit aujourd'hui dans le même quartier. Mais la rupture qu'elles ont subie agit comme un poison dans leur relation. Nous n'avons plus de relation aujourd'hui. Il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts. Je n'ai plus de relation avec mes frères non plus. Malheureusement, une fois de plus, il s'agit d'une famille brisée. Il y a beaucoup d'émotions, de problèmes qui n'ont pas été réglés.
Et c'est pourquoi les travailleurs sociaux devraient absolument travailler avec les familles et pas contre elles. Mais aujourd'hui, ils ne font que travailler contre les familles.